Eh bien voilà, convergence et révolution culturelle, mesdames et messieurs, ce soir avec un thème très important, la problématique de l'éducation. C'est d'après un livre extraordinaire, Papa, Maman, je suis moi. Nous allons creuser la problématique, sinon découvrir aussi le livre, hein, mais nous savons très bien que DRTV a tout prévu et qu'un espace sera bien disponible pour que dans Scribe, on puisse décrypter effectivement le livre, sinon son auteur. Mais aujourd'hui, la problématique, c'est ça qui nous intéresse parce que l'Afrique voudrait décoller, hein, émerger, devenir comme tous les autres, les États-Unis, la Chine et tout ça, hein, pays émergents, sinon continent émergent, sinon développé. Mais le développement, l'émergence, la mondialisation a ses exigences dans l'éducation des enfants qui passent par les parents avant l'école. C'est ça la problématique qui nous intéresse avec une invitée qui est de la diaspora, mais qui va devoir se présenter elle-même. Chers invités, bonjour. Bonjour. Alors madame, dites à ceux qui nous suivent qui vous êtes. Alors, je suis madame Nkie Kombo, Nkie, pour ici, voilà. Alors, j'habite à Paris, je suis mère de 4 enfants, je suis mariée, bien entendu, et je suis auxiliaire de périculture, c'est-à-dire professionnelle de la petite enfance. Et que dire d'autre? De ma formation, je suis informaticien de gestion, et voilà. Alors, vous êtes de la diaspora congolaise? Oui. Depuis quand que vous êtes à Paris là-bas? Depuis quand vous vous êtes envolé, vous avez quitté le pays? Alors, bon, quitter le pays, ça fait un bon bout de temps parce que je suis passée par la Côte d'Ivoire où j'ai fait mes études en Côte d'Ivoire jusqu'au BTS et ensuite je suis partie en France, je me suis installée en France en 2000. Depuis 2000, je suis en France et voilà. Ça fait 17 ans? Oui, 17 ans. Et c'est énorme. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Monsieur, bonjour. Bonjour. Alors vous, pour ceux qui nous suivent, qui êtes-vous? Bien, je suis Monsieur Fortuné Kombo, connu sous le nom de Jobis, au nom par rapport à l'art que je fais. Vous êtes artiste? Je suis artiste, je suis auteur donc, de bandes dessinées. Super. Je suis aussi éducateur, donc enseignant, et je suis le président de l'association congolaise pour la promotion de la bande dessinée. Super. Voilà. Et donc c'est de bonne loi que vous accompagnez, madame, sur ce plateau pour que nous parlions donc de cette problématique de l'éducation. Alors, madame Solange, dites-nous, pourquoi aujourd'hui poser ce problème? Quel problème posez-vous? Quelle est cette problématique? C'est quoi papa, maman, je suis moi? Voilà, exactement. Papa, maman, je suis moi. Alors, c'est pour dire aux parents que nous sommes, qu'un enfant est une entité, c'est une personne. C'est-à-dire qu'on a tendance à voir les parents croire que les enfants c'est une suite d'eux, ou alors les enfants c'est juste un décor comme dans l'ancien temps. Vous savez, dans l'ancien temps, l'enfant était considéré comme une bouche. Jusqu'à un certain âge, l'enfant c'était juste une bouche. On nourrit le temps qu'il grandisse. Il n'avait pas la décision à prendre. Dans la famille, on ne devait même pas... C'est-à-dire franchement, l'enfant était une bouche ou un décor qu'on mettait là, qu'on passait devant, on le nourrissait tant qu'il mange et tout. Mais justement, les enfants sont des enfants. Notre devoir, c'est de les nourrir, madame. Eh ben non. Eh ben non. Un enfant est une personne, comme vous et moi. Un enfant, comme son père et sa mère. Comme son père et sa mère. Un enfant a des droits. Il a aussi des devoirs, bien entendu, ses devoirs d'enfant, mais il a des droits que le parent doit respecter aussi. La problématique, c'est que j'ai beaucoup entendu, vous allez voir si vous lisez mon livre, dans mon livre, vous allez voir, il y a des témoignages où... le parent semble croire que l'enfant n'a pas de sentiments, l'enfant n'a pas de décision, l'enfant il est là, mais voilà quoi. C'est moi le parent, je décide tout. Non, je suis désolée, un enfant c'est une personne qui a des sentiments, qui a des ressentis. Et pire encore, l'enfant c'est plus grave parce que l'enfant ne ressent pas seulement ce que nous disons, il ressent même nos humeurs. Ah, oui. Dans la maison. Dans la maison, nos humeurs. L'enfant, c'est dommage, mais il y a des choses qu'on fait des fois, on n'a pas conscience, mais l'enfant le prend. L'enfant gère même les températures de la maison. Quand ça va pas entre papa et maman, l'enfant le ressent. Et l'enfant adapte son comportement selon ce qui se passe autour de lui. Et en général, les parents, nous ne tenons pas compte de ça. On fait des choses. Vous savez, il y a une phrase que j'ai dite même dans mon livre où j'ai dit toute émotion est légitime pour la personne qui vit cette émotion-là. Quand vous vivez une émotion, c'est légitime que vous pleurez, vous criez, vous vous énervez. Mais un parent ne doit pas faire subir à son enfant ses émotions. Il faut faire attention.
Voilà. Donc, en général, quand on voit dans les foyers, les parents font subir aux enfants leurs émotions. Sans tenir compte que c'est des personnes à part entière. Voilà, Solange N.K. Kombo. Madame, on aime bien que vous reveniez de Paris. Vous avez fait 17 ans là-bas. Vous, de la diaspora, on vous connaît. Alors, nous, les parents, nous souffrons ici. Et donc, nous nous battons nuit et jour pour éduquer ces enfants-là. Vous ne venez tout de même pas pour nous reprocher, pour nous dire que nous faisons mal, que nous ne faisons pas attention à nos enfants. C'est quoi cette histoire? Quel est le constat? On verra bien si monsieur va confirmer. Quel est le constat? Quelle est notre faute? Qu'est-ce que nous avions fait? Alors, je ne parlerai pas de faute. Parce que nous suivons sang et eau pour ces enfants-là, justement. Non. Et nous nous demandons qu'est-ce qui arrive. Ils sont têtus, ils sont des bandits, ils ne nous écoutent pas. Surtout les filles. Alors, ah oui, encore cette affaire de filles. Quoi, madame? Pas du tout, pas du tout. Vous savez, je vais vous dire une fois ce que j'ai dit dans mon livre. Nul n'est né parent. Nous apprenons tous à devenir parents. C'est-à-dire quand on est enfant, nous aussi, hein, on est enfant, hein, on a été enfant et on devient parent. Mais bien sûr, on devient parent. Il n'y a pas de mauvaise manière de faire avec les enfants. Non, je veux dire, il n'y a pas, comment dire, de bonne manière, de recette miracle. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il n'y a pas de recette miracle à faire avec des enfants. En fait, le problème, c'est que, voilà, il y a des parents, je suis jeune, je deviens adolescent, je me dis, oh, moi, mes enfants, il faut qu'ils soient comme ça. On a déjà un moule bien fait. On se dit, moi, mes enfants doivent être ci, ils doivent être ça, ils doivent... Désolé les parents, je vais vous décevoir. Ce n'est pas aux enfants de s'adapter à ce que nous, parents, on veut. C'est aux parents de s'adapter aux enfants qui viennent. Parce que quand nous faisons un moule commun, je ne sais pas si je réponds vraiment à votre question, c'est ça? Un moule commun, on a l'impression que chaque enfant doit venir rentrer dans le moule. Rentrer dans le moule, rentrer dans le moule, non. Chaque enfant qui naît a ses capacités, a ses défauts, a ses aptitudes, a des choses qu'il a qui Mais est-ce qu'on doit faire attention à ça? Évidemment, il faut faire attention à ça. Est-ce qu'on ne doit pas les régler tous comme sur à la baguette? Non, je ne suis pas d'accord. L'éducation, en gros, on n'est pas des grossistes. Hein. Nous sommes des détaillants. D'accord. Alors, les parents ne sont pas des grossistes, sont des détaillants. C'est monsieur Fortuné Kombo. Ben, nous appelons Jobis. Voilà. Voilà, ça c'est pour qu'on soit plus proche. Voilà. Dites-nous, est-ce que vous pensez qu'elle a raison, Madame Solange, de venir comme ça, leur remettre le point sur les i et de tirer la sonnette d'alarme comme s'il y avait quelque chose qui tournait par an dans la manière de faire des parents que nous sommes? Merci. Tout à l'heure, je parlais à Solange qu'en lisant ce livre, j'avais comme l'impression que c'était écrit par moi. Parce que je me retrouvais là-dedans. Et quand je dis moi, évidemment, je veux parler de tous les parents, surtout africains, hein, qui agissent comme s'il y avait donc un stéréotype, comme s'il y avait, tout à l'heure elle a parlé de moule, comme s'il y avait une façon de faire que les enfants n'avaient que des... à obéir, c'est-à-dire n'avaient que des devoirs, mais ils n'ont pas les droits, connus pourtant de tout le monde, mais on ne les applique pas. Et tout cela, on le dit, non, 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 ça c'est fait pour les Blancs. Parce que les enfants ont aussi des droits. Voilà, les enfants ont des droits. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous remarquons des mots. Parce que j'ai toujours tendance à le dire. L'enfant pour un pays, c'est comme la route pour le développement. Donc, si vous ne vous occupez pas de l'enfant aujourd'hui, ben, vous verrez que ces enfants danseront la même danse qu'ont dansé leurs ancêtres. Ils vont continuer à faire les mêmes bêtises. Alors, aujourd'hui, on aura peut-être des bébés noirs. Demain, il y aura des bébés roses et tous les noms d'oiseaux qu'on leur donne. Les bébés noirs, c'est des enfants têtus. Nous les avons éduqués et rééduqués en vain dans nos maisons. Et voilà. Et du coup, ils sont sortis. On ne comprend pas pourquoi ils sont devenus bébés noirs. Je ne sais pas. Éduqués, rééduqués, je ne sais pas. Alors, je ne dirais pas qu'ils n'ont pas été éduqués, mais moi, je pense que, voilà, il faut revoir l'éduquer et rééduquer. Comment on les a éduqués? Parce qu'il y a une manière, il y a une méthodologie. Il n'y a pas de méthodologie, mais quelle place on leur a donné, voilà. Vous voyez, les bébés noirs, quand ils sont dehors, ils ont une place. C'est des gangs, ils maîtrisent la rue et tout. Mais chez eux, dans leur famille, quelle place on leur a donné? Est-ce que les parents ont pris le temps? Quelle considération? Voilà. Ont pris le temps de les asseoir, de les écouter un peu, de savoir ce qu'ils veulent. Vous savez, même aujourd'hui, hein, on les tue, dans les bébés noirs, il y en a qui ont des talents fous. Dans nos enfants parmi ce tas de va-nu-pieds, de voyous, de bandits là. Parmi ces voyous qui sont dans la rue, il y a des enfants, vous savez, moi j'ai causé avec un enfant
qui, cette histoire me fait toujours mal, qui était, vous allez dire comment on les appelle, la kin, comment on les appelle Les Chegues. Les Chegues, voilà. Voilà. Mais le petit, j'ai parlé avec lui, je me suis rendu compte que c'était une pépite d'or. Ah. Mais vraiment une pépite d'or. Parmi les Chegues. Parmi les Chegues, c'était un enfant qui avait la tête sur les épaules. Mais vraiment, c'était un enfant qui raisonnait. J'ai fait, mais tu... lui, c'est pas un petit, c'est un grand dans un petit corps. Il devait avoir 8-9 ans. Mais il avait ses capacités et des qualités, mais personne ne le suivait. C'était un enfant de la rue. C'était un enfant qui vivait avec ce qu'il avait. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il volait. Cet enfant volait. Il faisait du vol, il était pickpocket, il volait dans le marché, tout. Mais il n'avait que ça. Il n'avait que ça à faire, il n'avait pas le choix. En fait, c'est comme ça que la vie là-bas. Oui, il n'avait pas le choix, il n'avait que ça à faire. Eh bien, cet enfant, que voulez-vous qu'il soit demain matin? On ne lui a donné aucune chance. C'est vrai que, bon, le contexte des parents africains est des fois dur. Je n'en disconviens pas. Des fois, il nous manque, voilà, les parents, des fois, ils sont obligés de laisser les enfants aller se débrouiller dehors parce qu'à la maison, il n'y a rien à manger. Mais, oui, je voudrais prendre un peu là-bas le bon. Vous voyez, c'est là où il y a cette expression quand on dit on assassine Mozart. Il y a des enfants qui ont des capacités, mais quand on ne s'en occupe pas. Et quand on s'en occupe pas, évidemment, c'est la rue qui s'en occupe. Mais la rue, c'est quoi? C'est l'ensemble des mots qui minent notre société. C'est ça la rue. Quand on l'abandonne, je me rappelle encore dans les tristes événements qui ont donc endeuillé notre pays, malheureusement, ben, les enfants, parfois, ils imitaient le bruit des kalachnikovs et tout, avec les sandales, papa, papa, et ça faisait sursauter certains. Mais est-ce qu'un enfant comme ça qui est traumatisé, et il ne connaît comme jeu que d'imiter le bruit des armes, bon, vous voyez un peu cet enfant-là, où est-ce qu'il va? Et si on ne s'en occupe pas, comment pourra-t-il sortir de ce cercle vicieux, de ce monde-là? Il faut qu'on s'en occupe. Oui, mais Jobis, mais tout le monde sait très bien que c'est au chef de l'État, c'est au gouvernement de s'occuper de nos enfants. Mais ça, c'est une très bonne chose parce que... Où est notre problème encore? Mais voilà pourquoi, et nous pouvons aussi interpeller. Je vais remettre ta parole. Moi, je leur ai fait... J'ai fait des enfants. Non. Ils sont là. Je suis pas trop d'accord. J'ai fait don de mes enfants au pays. J'ai fait mon travail. J'ai des enfants en quantité. Mais non, le gouvernement doit s'en occuper, madame. Non, je suis désolée. Je suis désolée. Le gouvernement doit aider les enfants qui sont dans la rue, qui ont des parents hyper démunis et tout. Mais c'est aux parents. C'est la cellule familiale qui doit commencer. Vous savez, dans mon livre, je parle d'un chapitre qui dit quand un enfant sort, il fait une bêtise. On ne regarde pas un enfant, tout de suite on voit ses parents. Comment on l'a élevé? Mais il est mal poli, il est ceci et tout. Ses parents sont... Mais parce que... On dit mal éduqué. Mal éduqué. Mais parce que la cellule familiale est le premier centre de traitement d'un enfant. Ça doit commencer par les parents. Moi, je connais des parents qui sont démunis, qui n'ont rien, mais qui ont les enfants et qui ont leurs enfants là sur place. Qui ont vraiment essayé de les éduquer malgré le manque de moyens, qui sont à l'écoute de leurs enfants, qui dialoguent avec leurs enfants. Mais vous voyez que ces enfants-là, malgré la misère, malgré tout, mais c'est des enfants avec le peu qu'ils ont, qui réussissent petit à petit. Qui ne font pas de conneries, qui ne vont pas dehors et tout. Mais les parents, quand ils font les enfants, vous les jetez à la rue, l'État, je suis désolé, l'État ne va pas prendre votre... C'est pas l'État qui... Enfin... D'accord. On se demande bien quel miracle, mesdames et messieurs, quel miracle font ces parents qui réussissent par les temps qui courent, hein, là où c'est tumultueux, là où les valeurs d'antan ont été foulées aux pieds, maintenant qu'il n'y a plus rien de bon. Comment font les autres pour réussir à encadrer ces enfants-là, pour réussir à les élever tant bien que mal? Quel miracle font-ils pour réussir à avoir ces enfants-là de retour à la maison à temps? Quel miracle pour réussir à contrôler les études de ces enfants-là, l'évolution des enfants? Nous nous demandons, parce que nous autres là, les nôtres, on n'arrive pas à les contrôler. Mais pour ceux qui prennent le train en marche là, on va leur relire la problématique. Hein? L'éducation parentale dont on parle aujourd'hui, c'est d'après ce livre extraordinaire, hein, que nous avons découvert, qui nous vient de la diaspora congolaise en France. Papa, maman, je suis moi. Et c'est ça qui nous a choqués. Depuis quand les enfants peuvent revendiquer une identité? Mais dites-nous, on va lire la 4e de couve et puis on a une question pour vous, madame. Ça dit ceci, pour ceux qui prennent le train en marche.
les parents sont parfois démunis face à leurs enfants. Comment les éduquer? Y a-t-il une recette miracle? Les élever est un voyage de longue haleine et les grandes théories ne suffisent pas toujours à éviter les écueils. À travers des histoires vraies dans ce livre, donc, c'est un essai, donc ce n'est pas de l'imagination, c'est des faits réels, construit comme un échange entre parents. Cet essai rappelle l'importance de vivre jour après jour auprès de son enfant. La question que nous vous posons là, Solange, il faut éviter de venir nous distraire. On sait que vous avez fait 17 ans à Paris, mais les enfants, c'est des choses. Normalement, ça doit fonctionner sur télécommande. On clique, l'enfant obéit. Debout, il se lève, à soi, il se lève, mais ils sont de plus en plus têtus. Est-ce que les enfants... Ça serait tellement bien que ça soit comme ça. Alors vous avez la parole et les parents sont tout oreilles. Alors dites-leur ce que vous avez à leur dire. Et ça serait tellement bien que ça soit comme ça, par une baguette magique. Allez, Sésame, ouvre-toi. Et voilà, c'est l'heure d'aller au lit, ils vont au lit. Ben, de se laver, ils se lavent. Automatiquement. Et ils sortent, ils sortent. Malheureusement, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Et par rapport à la problématique, par rapport à ce que vous venez de dire, je peux dire que, vous savez, la clé de l'éducation avec ses enfants, c'est le dialogue. L'écoute et l'échange avec les enfants. Ça, c'est très, très important. Chers parents, j'aimerais vous poser une question. Vous avez combien d'enfants? Je ne sais pas. Quand est-ce qu'avez-vous pris vos enfants autour de vous et leur avez dit, oh, comment allez-vous? Comment va votre vie? Que se passe-t-il dans votre vie? Il y a des parents qui ont fait grandir les enfants, qui ont des enfants qui sont même parents maintenant, qui n'ont jamais eu un dialogue sérieux où il s'est assis avec son enfant. Et vous savez, moi j'aime bien faire quelque chose. Mais nous n'avons pas le temps, madame. Oh là là, et nous on dira quoi? Nous on a... nous n'avons pas le temps de... On perd encore le temps à s'asseoir avec ces enfants-là, leur demander. Nous on va chercher à manger. C'est ça le problème. Ils mangent quoi? On doit les soigner comment? On doit payer le loyer. Voilà. On doit payer les frais scolaires qui nous prennent la tête. On va encore perdre le temps à leur demander comment vous allez, on fait quoi? Est-ce que c'est pas un père? C'est vrai que nous approchons un peu de l'instinct. C'est comme si on devait agir par instinct. Or que c'est pas ça. Vous voyez, je pourrais peut-être rapidement donner mon propre exemple. Ah oui, j'étais peut-être au CM2, mais quand je quittais l'école, ma première pensée, ma préoccupation, c'était je jetais mon sac et je courais. Pour ceux qui ont vécu à Poto-Poto, ils savaient qu'il y avait un petit gamin qui venait là, tête rasée et tout, et je faisais que dessiner ce qu'on appelait les programmes du cinéma, la Star, Cinéma Star, Cinéma Luxe et tout. Et je ne faisais que ça. J'étais dans mon monde. Et j'étais capable de rester dans ma chambre du matin au soir, tant que je n'ai pas terminé mon dessin. Mais évidemment, mon père, qui ne me suivait pas dans ce monde-là, ben, il a employé la chicotte. Hein. Les parents n'aiment pas les enfants. Il a employé de la chicotte parce que c'est vrai que mes notes étaient dégueulasses et tout. Et il a utilisé la chicotte, l'engueulade et tout. Mais il n'a pas su quel est le feu qui brûlait en moi. Le talent. Voilà. Et ce qui fait que quand j'ai grandi, j'ai beaucoup regretté parce que la plupart de mes œuvres, quand j'étais petit, mais ont disparu. Personne n'a pensé à les protéger, à archiver, à les garder. Et vous-même étant enfant, vous n'aviez aucune idée de l'importance de ces choses. Aucune idée. Voilà pourquoi ce livre-là vraiment nous rappelle ces choses. Et tous les parents devaient s'en procurer. Parce que c'est vraiment très important. Et je parle en les regardant parce qu'ils doivent s'en procurer parce qu'il faudrait arriver aujourd'hui. C'est de ça dont on a besoin pour notre pays. Pour donner un peu de liberté à l'enfant, comprendre l'enfant et essayer de canaliser ce feu qui brûle en lui. Quand on le comprend, on arrive à canaliser cet effort et ce qui pose donc la problématique aussi entre l'éducation et la passion. Qu'est-ce qu'il faudrait suivre dans ce livre? Pour rebondir à ce qu'il est en train de dire, c'est très intéressant. J'ai évoqué un truc comme ça dans mon livre en disant que éduquer un enfant, chers parents, ce n'est pas inculquer à l'enfant ce que vous voulez que l'enfant soit. Là, on parle de la passion, justement. On l'aurait suivi. Aujourd'hui, peu importe ce qu'il a fait ses études, il est parti en France et tout, mais le dessin est resté le centre de sa vie. Très bien. Aujourd'hui, il est dessinateur. Un grand dessinateur. C'est ça qui le fait connaître à travers le monde. À travers le monde, voilà. Et là, voilà, il a fait Angoulême plusieurs fois et tout, parce qu'il est dessinateur. C'était quelque chose qui était en lui.
éduquer un enfant, ce n'est pas inculquer à l'enfant ce que nous voulons que l'enfant soit. L'enfant naît avec une capacité, des potentiels. Éduquer un enfant, c'est l'accompagner dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait, pour lui éviter des virages, de trébucher et tout. Mais nous l'accompagnons. Pour accompagner notre enfant, il faut le connaître déjà. Bien sûr. Une question. Il y a quelqu'un qui vous suit avec attention là. D'abord, pas quelqu'un. Il y en a deux qui vous suivent. Papa et maman qui vous suivent avec attention. Mais voilà la problématique chez eux. Ils ont eu des enfants. Oui. Mais ils ont maintenant une petite fille. C'est-à-dire cette petite fille-là, même si c'est le téléphone qui sonne, elle se met à danser. C'est-à-dire, quand il y a la musique, tout le monde sait qu'elle va danser. Cet enfant-là, on doit déjà l'enchaîner pour éviter que ça devienne une bandite de grand chemin demain. Musique égale danse. Et elle est tout sourire. Ça, on doit quand même éviter ça, n'est-ce pas? Alors là, vous savez, le truc, c'est que... Même si c'est le téléphone. Regarde, du point de vue ici en Afrique, c'est vrai, c'est là où il y a... Comment dire ça? Et c'est là où nous avons besoin de ce que vous avez glané là-bas pour nous dire comment ça se passe chez les autres. Oui, je vais vous dire un truc. Un enfant comme ça, on doit l'enchaîner. Parce qu'on pense que la musique, c'est vraiment quelque chose... C'est l'enfer, c'est la rue et c'est tout ça. Alors, je vais vous dire un truc. C'est inutile. Un Français qui voit son enfant qui danse à tout bout de champ, il fait « Ah ben c'est génial, qu'est-ce qu'elle aime danser. Où est-ce qu'il y a des cours de danse pour que je l'inscrive ?» Tout de suite. Ah ben oui. L'enfant va faire les cours de danse parce qu'on sent qu'il a ce truc-là. Vous savez, le fait de dire à l'enfant « Tu ne danses pas !» on est en train de le frustrer. Vous croyez qu'il fera mieux l'école parce qu'il ne danse plus? Ben non. Il a son truc, il veut danser. Quel est le degré de passion qu'il a? Elle est comme vraiment terrorisée. Voilà. Ben non, on l'empêche de danser, le pauvre, la pauvre petite, on l'empêche de danser, on la frustre jour après jour. Ça ne va pas l'aider. Et du coup, ça peut avoir des répercussions sur ses études demain, sur son avenir. C'est même pas incertain, c'est même pas que ça peut avoir, ça aura des répercussions. Parce que vous allez prendre la chicotte pour qu'elle ne danse plus, mais pourquoi ne voulez-vous pas qu'elle danse? Il faut juste canaliser, qu'elle n'aille pas, voilà, si vous ne voulez pas qu'elle aille danser dans les bars et tout. Non, en fait, vous savez, un enfant est satisfait quand il sent que l'enfant est approuvé. Il sent que les parents me suivent. Mais vous savez, un enfant qui danse, et vous dites, ne danse plus parce que tu danses à tout bout des champs, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se cacher dans sa chambre et là il va danser tout ce qu'il veut. Et quand elle ira avec ses amis dehors, la rue va lui apprendre encore à mieux danser que ça. Elle va danser dans mais si vous suivez l'enfant dans sa danse, vous savez, je vais vous donner un exemple avec mes enfants par exemple. En ce moment en Europe, YouTube, Facebook, les réseaux sociaux, c'est fort. C'est la base, comme eux me disent, c'est la base. Et nous ici en Afrique, on rêve de ça, que ça devienne la même chose que chez nous. Mais les parents en Occident, par exemple, commencent à freiner. Tout le monde, tu ne veux pas que tu aies des réseaux sociaux, je ne veux pas. Mais vous savez ce que les enfants font? Toutes les copines de ma fille, par exemple, ma fille elle a 14 ans aujourd'hui, toutes ses copines sont sur Musical.ly, Instagram et tout, mais en cachette de leurs parents. Mais eh ben, si on a peur des répercussions des réseaux sociaux, mais un enfant qui fait en cachette, ben justement, là, il peut rencontrer des méchantes personnes. Mes enfants à moi, ils sont sur les réseaux sociaux. Mais vous savez, au jour d'aujourd'hui, ma fille, elle ne voulait même pas. J'ai ramené tous mes 2 téléphones. Mais maman, mon compte et tout. Mais parce que son compte passe par mon téléphone. Elle a la liberté totale. Elle regarde, elle envoie ses photos, mais sous surveillance parentale. Il y a une telle complicité avec elle qu'elle ne peut pas faire quelque chose de... Je vais vous dire un truc, ma fille écrit sur... j'ai oublié comment ça s'appelle, iPad. Non, pas iPad, c'est un réseau social où les écrivains, en herbe, écrivent les livres et jour après jour, les autres lisent. Ma fille, quand elle écrit dessus, quand elle écrit son livre, je suis la première personne qui lit. C'est pas parce que moi, je ne l'oblige pas. C'est génial. À un moment donné, elle a écrit un livre qui parle de la religion. En France, c'est sensible maintenant et tout. J'ai dit, on évitera ça, chérie, parce que on ne veut pas des problèmes. On ne sait jamais. C'est glissant. Mais ça, il faut accompagner l'enfant dans sa passion. Un enfant qui danse comme ça, vous l'accompagnez dans sa passion, sans pour autant vous dites, ah non, là tu ne peux pas faire ça, tu danses ça, mais oui, c'est bien et tout. Écoute, tu as dansé là, mais bon, là, on va faire les devoirs maintenant. Vous savez, l'enfant est satisfait, j'ai dansé, j'aime danser. Oui. Et là, on va faire les devoirs. Oui, chaque chose à son temps, voilà. Chaque chose à son temps. Et là, l'enfant, vraiment, lui aussi, va se mettre au devoir. Bien sûr. C'est comme ça que les choses doivent être faites. Dans mon livre, j'ai dit que lorsqu'un enfant est satisfait, est comblé dans son vide,
c'est un enfant qui accepte tout de ses parents. Parce qu'il sait que oui, là, on m'a accompagné et là, c'est le moment d'accompagner les parents aussi. Là, on m'a accepté, là, moi aussi, je dois accepter. Voilà. Bon, nous sommes pris de court par le temps, il passe trop vite, il nous reste très très peu de temps. Mais une question d'importance, parce qu'on aura toujours l'occasion, on fera revenir Madame Solange, on la fera revenir pour que nous puissions creuser encore cette problématique. Ça nous a choqués, mais on dirait que c'est vrai. Elle viendra confirmer. Mais dites-nous une question. Papa, maman, je suis moi. Ce livre-là, vous aurez à le décrypter avec Yolène Yot dans Scribe. Vous irez en détail dans l'écrivaine que vous êtes, votre passion pour le livre et tout ce qui viendra vos perspectives. Mais dites-moi, papa, maman, je suis moi. Nous balançons ça à la figure là. C'est pas comme si vous étiez l'avocate de ces enfants-là. Bah, j'aimerais bien. Pourquoi pas mais vous savez, moi, si j'écris ce livre, c'est que déjà, je suis née dans une famille où il y avait 12 enfants. Vous savez, la famille africaine, 12 enfants, neveux, nièces, tous sont les enfants aussi. Hein. Donc je connais, j'ai toujours été entourée des enfants. J'ai toujours, en fait, moi j'aime bien étudier l'être humain en général. Et je travaille dans la petite enfance. C'est pas mon premier livre, c'est peut-être mon 3e livre, mais c'est celui que j'ai publié en premier. Ah. Pourquoi? Parce que je travaille dans la petite enfance. Je suis professionnelle de la petite enfance et je suis très expressive, j'ai le langage facile, le contact facile et je parle beaucoup avec les parents. Et j'ai remarqué que la plupart des parents venaient me poser des questions sur l'éducation. Mais comment je fais? Mon enfant, il fait ça. Après, tout naturellement, je répondais et ça donnait des fruits. Il y en a qui venaient me dire génial ce que tu m'as dit et tout, voilà, c'est vraiment bien ce que tu m'as dit et tout. Mais du coup, je me suis dit, voilà, les enfants ont besoin que moi, j'écrive ça dans le livre, que tous les parents lisent. Les enfants avaient besoin vraiment d'une avocate. Oui, d'une avocate. Voilà. Mais, je vous dis, je ne parle pas que des enfants, je ne soutiens pas que les enfants. Ah, c'est notre question qui arrive là. Est-ce que vous avez pensé aussi aux parents que nous sommes? Oui, ne vous en faites pas dans le livre, je ne suis pas que avocate des enfants. Ah, vous êtes parent avant tout? Je suis parent avant tout. Ah. Je me défends, je tire aussi la couverture de mon côté, s'il vous plaît. Parce que les enfants, eux aussi, doivent comprendre que ce n'est pas facile d'être parent. Hein? Absolument, absolument. Voilà. Ils doivent comprendre que nous sommes parents, nous ne sommes pas des robots. Et nous ressentons des choses aussi. Nous avons des choses que nous attendons d'eux aussi. Ouais. Et voilà. Et là, j'ai défendu les parents du fait que aussi la critique, les yeux des enfants, des autres aussi, nous font pécher deux fois. On nous critique par rapport à telle chose qu'on a fait, telle chose qu'on a fait. C'est votre conclusion en même temps? Oui. Conclusion partielle, parce qu'on reviendra, on nous critique, on nous fait, si vous dites, donc. Donc, dire que ceux qui critiquent, je redis encore cette phrase, nous ne naissons pas parents, nous apprenons jour après jour à le devenir. Critiquer l'autre par rapport à X, carrément, je sais pas moi, ça. Voilà, on est à message, mais rapidement on va dire, quelqu'un qui nous suit avec attention se demande, est-ce que les parents qui souffrent dans l'éducation des enfants, qui ont des problèmes, qui se demandent sur quel pied danser, c'est que les parents africains ou avec les enfants, les leurs aussi leur posent des problèmes? Je pense que nous avons moins de problèmes que les parents de là-bas. Donc ce livre s'adresse autant aux parents africains qu'aux parents du reste du monde. Exactement. Parce que les mêmes problèmes sont posés par les mêmes enfants, par tous les enfants, partout dans le monde. Un enfant qui soit africain, européen, chinois, comment dire, esquimau, voilà. Il y a les mêmes problématiques. Un enfant reste un enfant. D'accord. Un enfant reste un enfant, quelle que soit sa nationalité. Tous les enfants sont des enfants, tous les parents sont des parents. Seulement, mesdames et messieurs, la pensée du jour est claire. Nos enfants ne sont pas des choses, mais des êtres. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus. Au revoir. Le livre vendu à la FNAC, on Capacity.